Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un procédé critique, très gros morceau, parce que tel que vous me voyez là, je suis encore tout tremblant et tout chamboulé d'une séance de cinéma qui à mon avis va rester dans mes annales personnelles pendant un long moment, puisque je suis allé voir Midsommar, le second long métrage d'Ari Aster, qui avait déjà pas mal troublé les gens l'an passé avec son premier film, Hérédité, film d'horreur que j'avais pas forcément ultimement apprécié au premier visionnage, mais que j'ai préféré au second. D'ailleurs, j'en ai fait une discussion audio-podcast avec l'ami Romain Rimbaud, mise en ligne sur sa chaîne hier. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez l'écouter. Et j'attendais beaucoup de ce Midsommar parce que le contexte abordé par ce film m'intéressait vraiment. Sorte de potentiel rituel païen avec une atmosphère qui promettait d'être un peu malaisante et mystique, et qui me rappelait éventuellement un de mes films préférés, The Wicker Man, sorti en 1973 et dont j'ai parlé il y a quelques semaines. Voilà, je sors donc de cette séance, j'ai pris mon temps à rentrer en voiture, à me poser chez moi, et je me demande comment je vais poser mes mots sur cette vidéo, parce que ça va pas être facile en impro ciné-critique, mais je vais essayer quand même. Je ne sais pas encore s'il y aura des spoilers, mais si oui, il y aura un timecode dans la description comme d'habitude. Petite anecdote avant, je me suis mis mon plus beau t-shirt de métal païen, entre guillemets, un groupe islandais, Solstafir. Pour l'occasion, j'ai trouvé ça cool parce qu'il y a un petit symbole païen sympa. Je sais pas s'il apparaît dans le film, je crois pas, mais bon, peu importe, c'est pour le fun. Au casting de ce Midsommar, on retrouve des acteurs pas forcément très connus, mais qui sont déjà apparus dans d'autres films, avec Florence Pugh, la Britannique, dans le rôle principal de Dany, voilà, son compagnon Christian qui est joué par Jack Rayner, et puis les potes de ces derniers qui sont interprétés par William Jackson Harper, Will Porter, qu'on a déjà vu dans pas mal de films, et un Suédois de la bande, donc Pelle, joué par Willem Blomgren. Et l'histoire donc commence aux États-Unis, se centre sur Dany, une fille qui a un petit ami, donc Christian, mais qui ne va pas bien. Elle a des crises de panique et tout, et sa sœur est un petit peu bipolaire, suicidaire. Et un beau jour, elle apprend un drame familial, ce qui devait arriver arriva malheureusement, et elle est désemparée, alors que de son côté, Christian commençait à se douter de cette relation. Voilà, ça fait plus de 3 ans qu'ils sont ensemble, mais ses potes lui ont... Voilà, lui, c'est pas qu'il lui bourre le mou, mais quelque part, ils lui disent que cette relation est toxique, machin, mais lui, il n'arrive pas à aller au-delà parce que elle va pas bien, machin. Or, ses potes et lui avaient prévu de partir l'été suivant. On ne sait pas quand, combien de semaines après, mais bon, au début du film, il neige, donc j'imagine quelques mois après. Ils avaient prévu de partir en Suède pour une cérémonie qui n'a lieu qu'une fois à tous les 90 ans, autour du solstice d'été, donc autour du 21 juin. Et avec ces événements tragiques autour de Dany, Christian il culpabilise à l'idée de la laisser toute seule. Du coup, il lui propose de venir avec eux. Ses potes sont pas forcément très ravis. Mais voilà, le quatuor, non, le quintet du coup, parce qu'il y a 4 garçons et une fille, décide finalement de partir ensemble en Suède pour vivre une expérience rituelle qui ne sont pas prêts, qui ne seront pas prêts d'oublier. Et nous, spectateurs, avec. Voilà, et c'est à peu près tout ce que je peux dire de l'intrigue sans spoil. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Déjà, est-ce que j'ai apprécié le film? Très bonne question. C'est une expérience, ce film. Ce film est un véritable rituel. Ça va au-delà du cinéma, par moment. Je sais que j'ai apprécié l'œuvre. Je ne sais pas à quel point je l'ai apprécié. Je serais bien embêté de mettre une note, là, par exemple. Ce qui est certain, c'est que j'ai envie de le revoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il est hyper riche, évidemment, mais ça on s'y attendait en symbolique et tout. Hérédité l'été aussi. Et c'est quelque chose, quoi. C'est presque une certaine révolution, je pense, dans le monde du cinéma horrifique, fantastique, voilà. Il peut y avoir, si tout se goupille bien en tout cas, un avant et un après Midsommar. C'est peut-être un film clé de voûte du 21e siècle, celui-ci. Si ça prend, évidemment, avec les spectateurs et si ça inspire d'autres gens derrière. Mais bon, Ari Aster a peut-être frappé ici un très grand coup avec ce second long métrage. Vous vous rendez compte? Le gars, il a à peine 1 an de carrière en sortie de film et déjà, il fait beaucoup parler de lui. Ce qui est certain et ce que je peux dire donc hors de l'intrigue, c'est que niveau mise en scène, c'est un régal. J'ai dévoré ce film aussi grâce au plan proposé par l'ami Aster,
Il a une maîtrise là-dessus qui est assez redoutable. Ça paraissait déjà dans Hérédité. Si vous avez en tête Hérédité, la scène d'intro avec ces plans de caméra à travers la fenêtre et tout, et qui revient, qui fait un zoom sur une maison de poupée, machin, eh ben, on retrouve cette technique-là qu'il a un petit peu développée dans Hérédité, mais qui ici, il aboutit encore plus. Il a un art des plans de caméra, ce monsieur. Soit des plans fixes qui ne bougent pas, vraiment immobiles, qui te font monter d'ailleurs une sorte de tension, de malaise, soit des plans vers des miroirs, vers des fenêtres, et aussi des plans séquences qui te font respirer chaque scène et qui te font voir beaucoup de détails aussi. Moi j'ai trouvé ça énorme. Et franchement, on le sent que tout est travaillé, que tout est pensé au millimètre. Et ça, c'est vraiment l'apanage des très grands réalisateurs. Je pense qu'à ce niveau-là, sur le plan technique en tout cas, Ari Aster ira très loin. Après, il y a la narration, que je trouve moins en longueur et moins confuse que dans Hérédité, même s'il y a quand même vers les trois quarts du film un moment où c'est pas que je suis sorti du truc, c'est impossible de sortir de là. Tu sors de là que en sortant du film, et encore, même après, le spectateur n'en est pas sorti, je pense, de ce film-là. Bref, il y a encore quelques longueurs, quelques moments, voilà, où on sent que niveau rythme, ça pourrait être un peu plus maîtrisé, mais en même temps, je pense qu'il a son idée en tête aussi. C'était pareil dans Hérédité. Et bon, bref. En tout cas, au niveau de la mise en scène, c'est génial. Il maîtrise aussi les ellipses temporelles avec un plan, pouf, et puis il revient derrière, et en fait, on a changé de timing. On est quelques jours après, le lendemain, quelques mois après. Par exemple, il y a une scène au début où la pauvre Dani va pas bien et elle s'enferme dans des toilettes d'une fête ou chez elle, je sais plus. Puis après, on la voit dans ses toilettes et puis en fait, elle est dans les toilettes de l'avion qui mène le groupe en Suède. Voilà. Et puis, bah, que dire aussi de ces plans séquences. Voilà, il y a des moments. Et chaque plan séquence du film a sa signification. Tu le sens qu'il y a quelque chose en build-up d'un truc qui est en train de se passer et qui va avoir une conséquence après. Franchement, là-dessus, ça mérite plusieurs visionnages pour vraiment bien analyser la situation, mais on sent qu'il y a vraiment une minutie derrière la caméra et c'est très plaisant. Moi, j'ai pris un grand plaisir sur le plan technique en voyant ce film. Mais en plus, donc, ces plans servent parfaitement l'histoire et le malaise qui va avec. Évidemment, dès les moments, des premiers moments aux États-Unis, on sent que qu'il y a quelque chose de pas super cool qui se passe, ne serait-ce que dans la relation de couple entre Danny et Christian. Danny, en n'allant pas bien, elle est toxique pour Christian. Ses potes le lui font remarquer d'ailleurs. Et ce malaise, il est mis en scène parfaitement, du coup d'ailleurs, avec beaucoup de plans fixes d'ailleurs. Et ce plan vers la neige dehors aussi, tout est gris, tout est sombre, et ça contraste totalement avec ce qui va se passer dans la seconde partie du film, où tout sera solaire, lumineux, aéré, c'est le cas de le dire, mais pour une sérénité et une beauté visuelle qui va cacher un malaise encore plus grand, qui va aller bien au-delà de nos personnages principaux. Et ce film, c'est assez incroyable à quel point il te fait jouer sur la beauté de la nature, des superbes plans, presque un bonheur palpable de cette communauté voilà, en Suède qui vit ensemble, qui est à fond vraiment en mode solidarité et tout. Et dichotomie ultime avec la montée de l'horreur qui va se faire de façon très subtile, je trouve. Il n'y a pas vraiment de jump scare, etc. Franchement, ici, il s'est approprié les codes de l'horreur de façon parfaite. C'est encore mieux que dans Hérédité, je trouve. Beaucoup plus original aussi dans cette ambiance-là. Et bah, c'est une montée au paradis, une descente aux enfers en même temps, ce film-là. Voilà, c'est juste fou. Il y aurait des symboles à analyser dans tous les sens, mais là, je pense que si je dois aller plus loin, je suis obligé d'aller dans les spoilers. Donc, oui, je vais finalement ouvrir une balise spoiler. Alors, avant ça, quand même, juste, voilà, les acteurs au top. On sent qu'ils sont autant en malaise que leurs personnages. Limite, peut-être ont-ils senti un malaise en tournant ce film. Ils savaient où ils allaient avec les indications d'Ari Aster et avec le synopsis et le scénario qu'ils avaient en main. Et ils font presque pas semblant à certains moments, quoi. Moi, j'ai trouvé ça assez fort. Bon, il y a aussi un trip, ça aussi c'est pas un spoiler de le dire, donc je le dis là, un trip un peu hallucinogène avec quelques drogues qui se prennent entre eux,
des personnages hauts en couleur quelque part, avec notamment le chieur du groupe, un peu le bouffon du groupe, joué par Will Poulter, toujours en train de faire chier, qui a peur des tiques, enfin, machin. Et ça aura une conséquence pour le personnage plus tard, parce qu'il va à un moment, il va faire une connerie, qui je me demande si elle n'est pas le déclencheur de tout ce qui se passe après. Mais bon, ça, je ne sais plus exactement dans le timing, mais bref. Donc oui, je vais passer au spoiler, parce qu'il y a des très belles choses, entre guillemets, parce que ce film est à la fois beau et horrible, d'ailleurs, des choses à dire sur le final, notamment. Donc, spoiler. Alors, puisqu'on est dans les spoilers, faisons la liste des moments très malaisants du film. Il y en a quelques-uns, et on commence quand ils sont dans cette communauté en Suède par le suicide de deux anciens après un repas rituel et tout. Et là, on le voit venir. Le pire, c'est qu'on le voit venir. Ils montent sur une sorte de rocher, tout ça. Tu le sens qu'ils vont ou se faire pousser ou se jeter dans le vide. Mais bizarrement, les personnages du film, enfin les Américains qui sont là, ne s'en rendent pas compte. Et pourtant, ça vient quoi. Et paf, la femme, elle tombe, elle s'écrase la tête sur le rocher, c'est bien dégueulasse. Alors déjà, voilà, choc et tout. Et Ari Aster, il est malin parce que sur le second personnage qui tombe, donc l'ancien, lui, il se rate. Il tombe sur les jambes, il a la jambe complètement déchiquetée. Et après, les autres membres de la communauté viennent l'achever avec une masse. Ça, c'est bien pour renforcer l'atmosphère horrible. Et pourtant, c'est de leur propre volonté qu'ils ont fait ça. Et c'est beau, parce que c'est le cycle de la vie. Ces gens-là étaient en fin de vie, ils ne voulaient pas dépérir, ils ne voulaient pas faire comme dans les pays occidentaux traditionnels, finir leur vie dans une maison de retraite ou en mode légumes. Et ils ont préféré mourir en étant encore pleinement conscients de la vie autour et de leur forme physique, etc., pour laisser place à des nouvelles naissances, etc., et ainsi nourrir le cycle de la vie. Et quelque part, c'est quand même beau, non, comme message. Alors oui, c'est horrible et tout, mais tu comprends ce qu'il y a derrière. Et moi, j'étais là en mode, ah, comment j'aurais réagi devant ces personnages-là, enfin, à la place des personnages. Bah ouais, j'aurais été choqué au début, mais quelque part après, j'aurais trouvé ça finalement, quelque part, plutôt beau, même si c'est pas facile à accepter. Et puis derrière, alors, c'est l'orgie de... pas d'effusion de sang, mais l'orgie de scènes vraiment difficiles à supporter, pour ceux qui n'ont pas le cœur bien accroché, qui découle, sans faire de mauvais jeu de mots, d'une connerie donc du personnage joué par Will Poulter qui s'appelle Mark, qui va aller pisser sur les cendres des anciens à côté d'un arbre sacré. Alors je ne sais pas si ça découle de là, mais ce qui est sûr c'est qu'après, bah, le gars il va finir zombifié en mode vaudou, un truc assez improbable et tout, qui va causer la mort de Josh, celui qui était venu faire sa thèse, et qui est devenu une sorte de rival de Christian d'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi, lui aussi qui veut faire sa thèse alors qu'il n'avait pas d'idée jusque-là sur cette communauté, et puis après évidemment, Dani va devenir la reine de mai, elle va gagner un concours de danse assez improbable, Christian lui va être utilisé pour féconder une fille de la communauté, pour éviter la consanguinité et tout. D'ailleurs, voilà, il y a une scène incroyable à ce moment-là où Christian, bah, il fornique avec une fille et à côté, il y a des femmes à poil qui simulent l'acte oralement à côté. Et de l'autre côté, Dani qui voit cette scène qui est prise d'une crise de panique, qui souffre et qui crie dans tous les sens, et les filles avec elle crient avec elle. Ce qui renforce ici, du coup, l'aspect communautaire voilà, d'une sorte de secte païenne qui souffre et qui prend plaisir en même temps. Voilà, dès qu'un congénère souffre ou dès qu'un congénère prend un certain plaisir sous forme de rituel et tout, ben les autres, pareil, sont en communion et souffrent ou prennent du plaisir en même temps. Et donc il y a ces scènes où il y en a une qui souffre et l'autre qui jouit, et les cris sont presque similaires et en parallèle. Voilà, voilà. Bref, ça c'est des scènes ultimes. Et puis à la fin finalement, ça se termine en sacrifice de 9 âmes choisies, machin. Les 9 âmes correspondant au sigle qui mélange une sorte de croix et d'un losange avec un point au milieu. Ça fait 4 branches de la croix, 4 branches du losange, enfin les 4 angles du losange plus l'intersection au milieu. 4 plus 4 plus 1, 9. Sacrifice rituel, machin. Ils meurent tous. Enfin, du moins les Américains qui étaient venus, ou il y a des Britanniques aussi qui étaient là. Ils meurent tous.
Sauf la reine de mai, Dany, qui est couronnée, qui a été couronnée avant, et qui finit avec un grand sourire, enfin heureuse, parce que, après avoir souffert, probablement même avant le film, dans sa jeunesse, avec une sœur complètement folle, avec des parents, on ne sait pas trop, avoir souffert dans son couple, et ben enfin, à la fin, elle est heureuse. Elle a trouvé sa famille, elle a trouvé la communauté qui l'accueille, et voilà, pour elle, du coup, ces gens-là sont les vrais membres de sa vraie famille. Et elle détruit tout. Elle purifie par le feu, notamment Christian et ses potes, histoire de faire une transition vers une nouvelle vie. D'ailleurs, et je finirai là-dessus parce qu'après la vidéo va être trop longue et je commence à manquer d'idées pour bien la conclure, à noter que le héros, donc Christian, s'appelle Christian. Vous allez me dire, mais de quoi parle-t-il? Christian, Christian, chrétien. Voilà. Et là, il y a une allégorie, hein, puisqu'on sait que pas mal de rythmes païens scandinaves ont été, on va dire, souillés ou plutôt remplacés par la chrétienté qui est venue donc s'installer en Norvège, en Suède et compagnie. Et c'est assez ironique de voir que le personnage principal, donc qui s'appelle Christian, est considéré à la fin comme une bête maléfique. Il est placé dans une sorte de corps d'ours qui a été étripé et finit purifié, sacrifié par le feu. Voilà, donc là il y a clairement, je pense, ici une idée derrière la tête. Bref, voilà, j'avoue que c'est totalement vain de faire une impro ciné-critique sur un tel film. J'ai déjà très hâte de le revoir, hâte d'y revenir plus longuement, et ça va être fait, oui oui, parce que là j'ai programmé une discussion podcast avec un ami youtubeur où on va revenir sur le film en long, en large et en travers. Ça sera probablement pas sur ma chaîne et je ne vous dis pas avec qui ce sera. Petite surprise pour plus tard. Je vous dis à la prochaine, je vais essayer de me remettre de mes émotions. C'est pas gagné. Ciao.